qu'est-ce que tu es fier d'avoir gardé jusqu'ici et que tu voudrais protéger quoi qu'il arrive? J'aurais pu dire le ZEvent, mais si je devais dire le ZEvent, maintenant qu'on a annoncé que c'était le dernier, je dirais l'héritage du ZEvent. J'aimerais que les gens gardent un bon souvenir, tu vois. Que quand ils pensent à ZEvent, ils pensent à des moments cool qu'ils ont vécu en voyant tout ce qu'ils ont vécu dans ce truc-là. Salut Adrien, bienvenue Salut. dans Ctrl Ceb. Bon, t'es bien sûr plus connu sous le nom de Zerator. C'est comme ça que tout le monde te connaît. T'es vraiment une figure incontournable en France là depuis un paquet d'années maintenant. Je le formule comme ça, je m'inclus dedans, hein, les paquets d'années. Un bail. Un bail. Tu fais partie des rares personnes qui ont vraiment construit quelque chose qui n'existait pas avant toi. Je crois que tu as commencé à streamer vers 2010, si je dis pas de bêtises. Ouais. À l'époque en France, c'était vraiment un truc un peu alternatif, je crois qu'on peut le dire. C'était vraiment les débuts. Aujourd'hui, évidemment, ça a fait un bout de chemin. Tu es à la tête d'un écosystème entier aujourd'hui. Tu as un stream qui est culte, évidemment. Tu fais des events qui sont incontournables dans plein de domaines qui sont différents, sur des jeux qui sont différents. Tu es à la tête d'une structure e-sport, d'un studio de développement de jeux vidéo. Tu as une émission en collaboration avec France TV. Et évidemment, on te connaît encore plus pour un des plus grands événements caritatifs au monde, hein. Enfin en tout cas sur la manière dont il est construit et le fait que ce soit des streamers, des créateurs de contenu qui sont dessus, le ZEvent que tout le monde connaît maintenant. Ouais. Que même les gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, de l'e-sport, du gaming, d'internet connaissent. Ma grand-mère avait entendu parler du ZEvent, ce qui est une performance absolue. Comme quoi. Comme quoi, ça va très loin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'intérieur de tout ce qui va avec, en fait, de la pression, des responsabilités, évidemment, du niveau de confiance en soi, peut-être que ça a nécessité, ou des doutes qui sont venus avec. Enfin, bref, tout ce que ça coûte sur le plan humain, ouais, tout ce qu'on traverse quand on est au centre de tout ce que tu as construit. Bah écoute, si ça te va, on se lance. C'est parti. Allez, c'est parti. Je commence toujours par une question qui est très simple. C'est si je voulais apprendre à mieux te connaître, de quoi il faudrait qu'on te parle? Qu'est-ce qui te vient? Le premier truc qui me vient, c'est la gestion du temps, probablement. C'est un truc contre lequel j'ai toujours l'impression de courir. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. C'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure du temps, avec tout ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, d'ailleurs. Et c'est vraiment ça, ouais. Le cœur de ma vie, c'est le temps, je pense. Est-ce que ça crée du stress? Tu vois, le fait de se dire, parce que forcément, choisir c'est renoncer, tu vois, quand tu décides de te lancer dans quelque chose, évidemment, tu consacres beaucoup de temps. Ouais. Est-ce que tu le vois, il y a un petit peu de FOMO, tu vois, de ce côté-là, ou pas forcément? C'est sûr que oui. Je peux pas dire que non, ce serait mentir. C'est toujours très difficile de savoir à quoi on va consacrer son temps. Ça, surtout quand on a un peu le cerveau en ébullition, comme ça peut m'arriver. On a envie de faire 1000 trucs, mais on peut pas. Donc on essaye de prioriser, mais en fait on se dit est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que quand tu commences le truc, tu te dis est-ce qu'en fait j'aurais pas dû faire l'autre? Donc c'est très compliqué et forcément ça amène du stress, évidemment de moins en moins avec l'expérience et on apprend à savourer ce qu'on a, ce qu'on fait, etc. Mais c'est quelque chose qui a été très dur à gérer au départ. Ouais. Tu vois, moi enfin, un mot qui me vient tout de suite quand je pense à toi et à ton parcours, évidemment c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que tu as quand même... Alors évidemment qu'il y a un lien entre tout ce que tu crées, mais oui. tu es mieux placé que personne pour le savoir que à chaque fois, c'est des aventures qui sont quand même bien distinctes et qui amènent des challenges qui sont complètement différents. Et en fait, tu t'es lancé dans tellement de choses et tu les as menés à bien. Évidemment, c'est un process, enfin, tu es encore dedans et je pense que tu vois, tu as une vision qui va encore plus loin. Mais je me dis, est-ce que tu as un tempérament comme ça très déterminé, où tu sais où tu vas, ou c'est plutôt, tu vois, tu mets un pas devant l'autre et puis tu vois, tu laisses venir et tu fais en fonction? Comment tu te décrirais par rapport à ça? Ça colle à ton tempérament, tu vois, le côté vraiment je fonce, j'ai un projet, je le mène à bien? Franchement, c'est dur de répondre parce que je dirais que ça dépend du projet, ça dépend du moment, mais globalement, c'est assez difficile parce qu'il faut trouver
il faut trouver pourquoi tu le fais. Et moi, je dis toujours à mes proches que je suis un très mauvais créatif, mais que je suis un très bon améliorateur. C'est-à-dire que je suis rarement à l'origine d'une idée de base. Par contre, je vais dire, par contre, ce truc-là, si on modifie, qu'on fait ça à côté, ça pourrait être pas mal. Et c'est souvent comme ça que ça part. En général, je vois un truc qui me plaît pas trop, mais que j'aimerais bien faire un peu pareil, mais quand même différent. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né la ZILAN, c'est comme ça qu'est né le ZEvent, notamment la TrackMania Cup. Quasiment tous les trucs que j'ai faits qui ont fonctionné ou qui sont devenus un truc un peu plus grand, et sont partis d'un truc où je me suis dit, moi si je faisais ça, je ferais différemment, je pense. Okay. Mais je pars rarement d'une page blanche. Et après, pour ta question, est-ce que je fonce, etc. Franchement, oui et non. Moi, j'aime bien la partie créative au départ où on fait tout. Après, je me laisse un peu porter par le côté production. Ouais. Et après, quand je suis sur place, effectivement, ça va. Mais j'aime pas trop l'entre-deux. J'aime bien le début, j'aime bien la fin. Okay. J'ai un peu du mal avec l'entre-deux où il faut construire. Ça me qui est botte plus moins. abstrait aussi, de toute façon. Et et surtout, j'ai un peu du mal à me projeter dans les choses. Ouais. Il faut que je vois les trucs pour me dire, en fait, ça fonctionne pas. Et des fois, je suis obligé de faire avec. Parce que tu peux pas dire, par exemple, j'ai besoin de voir la scène de la ZILAN avant de me dire, est-ce que ce sera OK ? Non, en fait, je fais confiance aux gens qui la font. Et sur place, on retouche 2-3 petits trucs si ça marche pas. Mais il y a des trucs pour lesquels je peux pas avancer moi tout seul. C'est évident. Donc, tu vois, si je prends une métaphore et je te dis, on va partir pour une grande randonnée, tu vois, qui serait ton projet, mais on sait pas où on va, on sait pas combien de temps ça prend, on a une vague idée, on nous a à peu près décrit à quoi ressemblait le sommet. Est-ce que toi, tu pars ou il faut que je te montre vraiment tu vois, un beau cliché du sommet, à quoi ça ressemble? Je te dis, c'est 6h30, 5h30 si on va vite. Enfin, tu vois, t'es quel style par rapport à ça? Je pense que j'aimerais savoir où on va quand même. Okay. J'aimerais me dire, quand même, elle est où l'arrivée? OK, on va voir ça. OK. Et l'entre-deux, par contre, j'ai pas besoin de savoir. Je m'en fiche. Ouais. C'est-à-dire, si tu me dis, mais tu vas voir sur la route, il y a un super pont, il y a un paysage magnifique, je dis, ouais, OK, on verra. Tu vois. Et j'aime bien le fait d'y aller, de me préparer à y aller. J'aime bien le fait d'arriver. Mais l'entre-deux, on verra. Et ça veut pas dire que ça me plaît pas, juste on verra. Je me laisse porter, quoi. Je me laisse souvent porter maintenant. Et t'as dit un truc tout à l'heure, je comptais en parler un peu plus tard, mais comme tu l'as mentionné, je vais rebondir dessus tout de suite. Tu disais savoir pourquoi on fait ça, savoir pourquoi on le fait. Du coup, moi, je connecte un petit peu ça à la motivation. Qu'est-ce qui te motive en général, tu vois, dans ces projets-là? Parce qu'évidemment, on va en parler, mais c'est une charge de travail qui est monumentale. Évidemment, ça te demande beaucoup de temps, ça te demande, j'imagine que ça crée beaucoup de stress. Voilà, on va parler de tout ça. Mais voilà, il y a un peu une lumière au bout du tunnel, une carotte. C'est quoi la carotte pour toi? Moi, ce que j'adore, c'est créer des émotions aux gens. En fait, c'est vraiment pour ça que j'ai continué. C'est pas pour ça que je m'y suis mis. Je pense que je m'y suis mis parce que je trouvais ça sympa, parce qu'à la base, je regardais des parties de StarCraft 2, ça a commencé comme ça. Donc je pense, il y avait personne quasiment en face. Donc la grande époque. Je pense pas, voilà, c'est ça, le tout début. Je pense pas que donc j'ai commencé pour ça, mais maintenant, depuis que j'ai fait mes premières salles de spectacle, etc., c'est vraiment voir l'émotion chez les gens, que ce soit. Alors, c'est pas forcément une émotion des gens en larmes, je veux dire, c'est pas l'intensité de l'émotion, c'est la curiosité de l'émotion que ça procure. Et même aujourd'hui, j'essaye de tout faire pour que les gens y viennent et qu'ils aient une émotion quand ils se connectent sur mon live, quand ils viennent voir un spectacle, quand je sais pas, je fais la présentation ZILAN avec mon PowerPoint à la con, j'essaye qu'ils ressentent quelque chose en regardant, que ce soit pas juste de l'information ou du didactique ou quoi que ce soit. J'essaye vraiment qu'il y ait une émotion. Et en plus, c'est ma plus-value en stream, puisque je suis pas un joueur pro, je suis pas forcément qu'un animateur, donc j'essaye de faire un peu ce côté-là. Donc, tu es attaché en fait à un certain niveau de proximité finalement aussi avec les gens qui te suivent. Ouais. C'est obligatoire et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à faire du contenu froid, donc du contenu YouTube comme on fait aujourd'hui. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir aujourd'hui parce qu'on est en discussion et tout, mais moi, j'aurais pas pu être podcasteur seul devant une cam à parler. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Et t'as besoin d'interaction, J'ai vraiment besoin de ça. Et quand on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. En plus, la plupart des gens qui sont passés enfin, il y a très peu de gens qui passent de stream à YouTube, ça existe très peu, ou alors pour faire quelque chose de très précis. En général, c'est plutôt YouTube qui passe au stream parce que justement, ce côté interactif, il est un peu addictif aussi, je pense. Et je sais pas du tout si l'analogie, elle est bonne ou pas, tu me corriges si je me trompe, mais tu vois, moi je vois dans la compète de haut niveau, il y a un certain moment où c'était difficile de garder cette proximité-là. En fait, la manière dont les choses étaient faites, c'était juste plus possible pour des raisons de logistique, pour des raisons vraiment très comme ça. Est-ce que c'est pareil un petit peu dans ce que tu fais toi, ou tu arrives quand même à, tu vois, par rapport au début, dans les années 2010 où tu commences à streamer, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à garder, puisque c'est quelque chose qui te motive, c'est ce qui te nourrit, tu arrives à garder autant que tu le voudrais, cette proximité-là? Je dirais quand même que oui, parce que le live l'oblige un peu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est commenté en direct avec des gens qui vont écrire ça. Donc tu vois, c'est pas quand tu es joueur pro, je pense que tu délivres une performance
et ensuite tu regardes. C'est pas pendant que tu fais, tu regardes. Donc c'est un peu différent, je pense. Moi, je délivre pas une performance. C'est en permanence, en fait. Les gens vont analyser ce que je fais et je réagis en fonction. Ouais. Si par exemple, là, je pars sur un délire, j'en sais rien, je suis en train de parler d'un sujet et je vois que les gens ils commencent à apprécier le truc, bah, je vais plus m'enfoncer là-dedans. Alors si je vois que ça commence à dire ah ouais, bof, machin, bah, en fait, je change de sujet, etc. Donc en fait, on adapte en permanence ce qu'on fait. Et donc, je pense que j'y arrive quand même. Et après, si on parle de proximité directe avec les gens, ben, les spectacles le permettent. Alors, on ne rencontre pas tout le monde, bien sûr, parce que ce n'est pas possible. Moi, je fais beaucoup de LAN encore. Je fais beaucoup d'événements où je rencontre les gens et un peu des gens que je n'avais jamais vus en plus. L'équipe e-sport le permet aussi, parce qu'on fait des viewing parties avec les gens, donc ils viennent, etc. Donc, il y a beaucoup de trucs qui permettent de garder la proximité. Et je pense que c'est... En tout cas, pour moi, c'est cool et important aussi de savoir à qui on parle un peu. Je trouve ça sympa. Et globalement, toi, tu fais partie de ceux qui ont vraiment connu qui a une vraie vision globale de comment ce secteur-là s'est structuré, s'est développé sur les 15-20 dernières années, quoi. C'est quelque chose que tu aurais pu... que t'imaginais un petit peu, t'as été surpris, tu vois, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Franchement, c'est inimaginable. Je veux dire, personne n'aurait pu prévoir. Moi, il faut savoir que quand je me mets au stream en 2010, non seulement je gagne pas d'argent, mais je n'ai aucune idée de est-ce que ça va gagner de l'argent, en fait. C'est-à-dire, je fais même pas ça pour ça. Je fais ça parce que je te dis, c'est cool de regarder des professionnels de StarCraft jouer et encore, non, pas des pros, des gars forts, des mecs forts au jeu qui jouent et on voulait regarder des parties parce que le jeu venait de sortir, on était surexcités. En gros, toi, tu regardais les streams et tu t'es dit... Je pense qu'on peut mieux faire, ou je sais pas si c'est comme ça que tu te l'as dit, mais tu t'es dit, je pense que je pourrais apporter quelque chose, quoi. Ouais, je dis, j'aimerais bien faire ce truc-là. Évidemment, j'ai vu les Coréens le faire, ensuite les Américains, ensuite quelques Français. Mais les Français... Tu jouais à StarCraft à l'époque parce que c'est quand même un jeu très pointu. Ouais, je jouais à StarCraft. On peut pas commencer du StarCraft sans y avoir joué soi-même, je pense. Non, c'est sûr. Et surtout à l'époque où c'était vraiment encore plus niche et tout. Et j'avais un peu joué. Pour ceux qui connaissent peu, pour moi, StarCraft, c'est vraiment c'est le jeu sans aucun débat que je place au-dessus de Dota, mon jeu de prédilection, c'est le jeu le plus compliqué. C'est le Go des jeux vidéo, je trouve. Tu vois, si on parle du Go pour les jeux de société, pour moi, c'est une complexité extrême, quoi. C'est le vraiment, et à la fois, c'est très simple. En fait, c'est assez étonnant. C'est vraiment easy to learn, hard to master. C'est un exemple incroyable. Mais comme l'étaient les jeux à l'époque, Warcraft, c'est pareil. En vrai, Dota était un peu pareil à l'époque pour ceux qui y jouaient. Maintenant, c'est plus le cas. Mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est sûr que c'était inimaginable de voir comment le milieu allait se structurer. Et en plus, il est passé par plusieurs phases. Moi, ça fait 16 ans que je stream, mais dans les 5 premières années, Twitch n'existait même pas. On était sur Dailymotion, on était rémunéré que par la publicité. Aujourd'hui, c'est par les abonnements, les placements de produits, les sponsors, les éditeurs de jeux. Donc, ça a beaucoup changé. C'est inimaginable l'époque dans laquelle on a commencé le streaming. Aujourd'hui, on se dirait, mais c'est fou comment vous avez commencé. Pourquoi vous avez fait ça? Et toi, t'as aussi eu t'as aussi un regard sur la perception de ce secteur-là par tout l'écosystème, entre guillemets, puisque évidemment, tu vois, aujourd'hui, tu montes des événements avec des acteurs plus traditionnels, entre guillemets. Tu trouves que le travail d'éducation qu'il a fallu avoir ces dernières années, entre guillemets, on est arrivé à un endroit un petit peu satisfaisant, où il y a encore un peu de taf? Franchement... Moi, je m'en suis toujours un peu foutu, pour être honnête. Tu vois, quand j'ai commencé le ZEvent... Ça te freinait pas, ça te démotivait pas ou... Non, mais tu vois, quand j'ai commencé le ZEvent et que j'ai commencé les interviews dans un peu les grands médias et tout, les journalistes, ils sont tout de suite tombés dans le truc. Enfin, ils m'ont tous dit « Ah, et du coup, vous faites ça et ça améliore l'image du jeu vidéo, c'est super. » Et je leur disais, franchement, je m'en fous. En fait, si ça participe, tant mieux. En fait, si ça apporte du positif et que des gens, ça leur enlève des clichés, machin, tant mieux. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Donc en fait, c'est un rebond agréable, mais c'est pas du tout pour ça. Et nous, on a toujours fait nos aventures sur Internet avec la niche aussi sans grande. avoir forcément besoin de... En fait, c'est ça. Moi, j'ai jamais cherché à faire du mass viewer, entre guillemets. Moi, mon but, c'est pas de faire le plus de viewers possible. J'ai toujours dit, mon but, c'est de faire les projets qui m'amusent dans la mesure de ce que je peux faire. Et pour l'instant, ça a toujours été possible à mon échelle. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que si demain, je voulais, au lieu d'avoir 10 000 personnes sur mes streams, plutôt 100 000, bah, il faudrait que je fasse totalement différemment. Ce serait une autre stratégie... ça n'aurait rien à voir. Et d'ailleurs, les streams aujourd'hui qui font 100 000, 500 000 ou 1 million de viewers, c'est pas du tout l'Asilan, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce genre de contenu. Ouais, et puis voilà, il faut aussi peut-être... ils sont peut-être plus attentifs à l'air du temps, à ce qui marche bien, moins et puis bien. parce qu'ils ont envie de le faire, je pense. En fait, ça compte quand même. C'est-à-dire, même le plus grand créateur de contenu, il peut pas juste faire que parce qu'il veut faire des vues. En fait, ça marche un temps. Mais si on parle, par exemple, de Squeezie, Amine, etc., ces gens-là, ils durent aussi parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça les amuse, parce qu'ils ont ce côté « Ah tiens, là, je vais faire ça, c'est un gros défi pour moi. » Et donc, les deux comptent, évidemment. Hein, c'est normal, mais tu peux pas faire l'un sans l'autre.
Et du coup, tu vois, sur le long terme, cette motivation-là, parce qu'on va parler de la contrepartie, évidemment, mais comment on la... Est-ce qu'il faut y faire attention? Est-ce qu'il faut la préserver, tu vois? Est-ce qu'elle fluctue? Ou est-ce que non, c'est une autoroute? Franchement, elle fluctue à mort. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis un streamer donc qu'on appelle multigaming, c'est-à-dire que je suis pas affilié à un jeu précis. Même s'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour TrackMania, pour World of Warcraft, tu vois, mais on peut pas dire, voilà, pendant 16 ans, ce gars-là, il a surtout streamé ce jeu-là, c'est un peu rare. Moi, je fonctionne par arc, entre guillemets, donc un peu cette période de jeu, puis cette période de jeu, puis celle-là. Et j'ai beaucoup de chance, parce que du coup, beaucoup de renouvellement, beaucoup de différences, et ça aide à partir sur un nouveau truc, changer de mood, etc. Par contre, il y a des contreparties. Par exemple, la contrepartie directe, c'est que l'effet inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si je me fixe sur un jeu pendant 3, 4, 5 jours, mon audience, elle commence tout de suite à baisser. Ouais. Parce que les gens, ils disent, en fait, je reviendrai quand il changera de truc, parce que c'est ça qui me plaît. Ils ont aussi pris l'habitude Donc de cette variété-là. Ça, c'est un peu la contrepartie du streamer multigaming. Et parfois, tu aurais envie de pousser le jeu un peu plus. Un peu. Okay. Mais je peux pas trop me le permettre. Okay. Et je me force à pas le faire, mais en tout cas, j'ai pris l'habitude de faire ce schéma-là. Et après, bien sûr, c'est dur parfois de trouver la motivation pour faire certains trucs. Il y a des jours où tu sais pas ce que tu vas streamer le soir même, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais globalement, on est plutôt dans une ère où il y a plus de choses que j'ai envie de streamer que de pages blanches. Okay. Donc je me dis plutôt, est-ce que je vais faire choix A, B ou C plutôt que je sais pas trop quoi faire. Alors qu'il y a quelques années, c'était quand même assez différent. Il n'y avait pas autant de choix, pas autant de choses. Donc c'est quelque chose qui est devenu assez facile de trouver comment faire. Après, pour la motivation des gros événements, par contre, ça, c'est quelque chose qui est un peu différent. Parce que moi, je fais partie des gens qui se lassent quand même de ce qui existe. Et donc, j'aime bien faire différent. Okay. En tout cas, soit améliorer, soit faire autrement. Dans chaque ZEvent, dans chaque ZLAN, dans chaque TrackMania Cup, on essayait de faire des différences par rapport à avant. Mais il faut quand même garder une base. Parce que si tu n'as pas de base, ton événement, il a pas de signature. Et en fait, les gens, ils sont perdus au fur et à mesure. Si tu appelles un événement ZLAN ou ZEvent, il faut qu'il ait une base fixe. Et après, tu peux modifier les curseurs. Et par rapport à tes propres projets, tu vois, ce côté se renouveler, essayer de penser un petit peu à, tu vois, à venir ajouter quelque chose. Comment tu fais pour garder ce recul? Parce que mine de rien, t'es un peu la tête dans le guidon, tu vois. Enfin, je veux dire, avec tout ce que tu dois faire, c'est une discipline que tu t'imposes d'arriver à avoir du recul sur ce que tu fais? C'est une bonne question. Je suis plutôt quelqu'un qui a du recul et qui suis assez pragmatique, parfois trop même, on me le reproche. Et après, il y a les proches quand même, hein. L'entourage, le milieu. Moi, je stream avec énormément de gens dans l'année, de milieux ultra différents, qui jouent à des différents trucs ou parfois qui jouent même pas. Donc ça me permet de voir ce que eux apprécient, ce que eux font. Je regarde beaucoup ce qui se fait aussi sur le côté de Twitch, voir ce qui plaît aux gens en ce moment. Alors après, il faut faire attention parce que ce qui plaît va pas forcément plaire à ton audience. Donc faut pas non plus partir dans un truc ah tiens là je vais faire un truc totalement différent qui va plaire à des gens qui en fait me regardent pas. Donc faut faire gaffe un peu avec ça, avec l'inspiration à gauche et à droite. Mais ouais, je pense avoir quand même pas mal de recul. Mais il faut pas en avoir trop pour s'éloigner de ce qu'on est aussi. C'est-à-dire, j'essaie quand même de faire gaffe. C'est un curseur. Il faut quand même aussi à un moment avoir des partis pris. Tu vois, Mais parfois, il y a des risques. Tu vois, l'an dernier, il y a 2 ans, on a fait une compétition sur Fortnite, un événement majeur. Et c'est vrai que mon audience est moins habituée à Fortnite. Mais j'avais envie de le faire parce qu'en plus, je connais bien Dwagby. Ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec lui. On a eu l'occasion de parler à Epic Games. Les planètes se sont alignées. On a fait Fortnite. Et oui, ça n'a pas battu des records d'audience de fou, mais ça a quand même plu. On a fait un événement sur place avec 60 joueurs sur une scène. Moi, c'était un truc que j'adorais. Et voilà, c'est pas grave, tu vois. Donc en fait, parfois, on sort un petit peu de ce qu'on faisait pour faire un truc différent et c'est ça qui est cool. Et tu vois, en parlant de ça, parce que bon, il y a la partie évidemment visible quoi, de l'iceberg et ce qui brille, ce qui a super bien fonctionné. Il y a, j'imagine, ce qui a moins fonctionné, ce qu'on a pu peut-être, ce qui a pu être visible et ce qui ne l'a pas été. C'est quoi en général toi ta philosophie à, tu vois, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Comment t'approches, tu vois, les réussites, les échecs? Est-ce que ça évolue au cours du temps? Je sais pas, tu vois, qu'est-ce que ça t'inspire cette déjà, la mesure directe du succès pour plein de gens, c'est le nombre de spectateurs. Mais c'est moins vrai pour nous, enfin pour moi en tout cas, parce que je suis dans une niche. C'est jeux vidéo, etc. Donc, tu vois, typiquement, une ZLAN, ça peut pas faire autant de vues qu'un GP Explorer. Enfin, je veux dire, c'est 2 streams. Mais c'est pas. Oui, c'est incomparable. C'est totalement incomparable. Et encore heureux que le GP fait plus, entre guillemets. Donc, on peut pas juste comparer les audiences.
Moi, en général, j'essaye de voir est-ce que ça nous a plu, est-ce que ça a plu à mes équipes, est-ce que ça a plu aux participants, est-ce que ça a plu à mes spectateurs habituels qui regardent mon contenu. Et après, est-ce que ça a attiré des curieux. Donc en fait, c'est le dernier point. Est-ce que ça a attiré des curieux et à quel point. Et on voit que ouais, quand ça attire des curieux, effectivement, ça dépasse un peu le truc. Tu parlais tout à l'heure de ta grand-mère qui connaît le ZEvent. Ça m'avait choqué d'ailleurs. Typiquement, ça, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup sorti du cercle. C'est mon événement qui est sorti le plus du cercle. Mais franchement, quel honneur d'être connu et reconnu pour un truc caritatif. De se dire que le truc le plus connu de ma chaîne, c'est un truc qui aide les gens, c'est incroyable. Ouais, puis en plus, tu as été celui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au streaming, je trouve, puisque, comme tu disais, c'était un événement caritatif, et en même temps, c'est l'événement qui a été connu par le plus grand public, enfin un truc mainstream qui vraiment a cassé toutes les portes, quoi. Ouais, c'est donc incroyable. Ouais, c'est trop bien. Et aujourd'hui, c'est l'événement de Twitch qui lève le plus d'argent au monde. C'est impressionnant. Dans toutes les langues confondues, ce qui est quand même incroyable. Mais c'est là où on a du mal à se rendre compte, je trouve, pour ceux qui ne sont pas de ce milieu-là. En France, tu vois, des gens comme toi et d'autres qui ont vraiment mis la France, je trouve, sur le devant de la scène par rapport à des événements qui, mondialement, sont reconnus et sont vraiment les plus gros événements de ce secteur-là. Et c'est souvent des événements français, quoi. Je trouve que c'est impressionnant. Ouais. Après, on a quand même eu une espèce d'émulation de groupes liés aux web TV françaises d'avant Twitch. Parce qu'en fait, nous, on a commencé le streaming avant que Twitch existe. Ouais. Et c'est le cas d'assez peu de pays. Ou alors, c'était vraiment très niche et ils étaient un peu éparpillés dans leur truc. Toi, t'as fondé ta propre web TV, c'est ça? Ouais, en 2013. Et j'ai vu, t'avais fait un crowdfunding à l'époque. Donc toi, t'étais vraiment... Exact. T'étais vraiment, enfin, tu vois, à l'avant-garde de plein de choses. Parce que pareil, le crowdfunding, c'est pas un truc très répandu à l'époque non plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste après mon crowdfunding, il y en a eu 4 instantanément pour d'autres web TV, tu vois. T'as vraiment pavé le chemin. Mais ouais, on a fait le premier crowdfunding lié au streaming d'Internet et voilà, c'était une énorme surprise à l'époque. Enfin, on pensait faire un chiffre, on a fait x1000. Enfin, c'était incroyable. Et du coup, au lieu de faire mon stream perso, j'avais monté une web TV, une structure. Et voilà. Et après, on a été recruté par une grande structure à l'époque qui était en Angleterre qui s'appelait Eclipsia. Et je pense que c'est vraiment là qu'il y a eu un vrai gap et que ça a commencé à exploser parce qu'il y a eu beaucoup plus de streamers ensemble. Et en plus, c'était l'apogée de League of Legends. Donc, tout a commencé. Tout s'est un peu aligné en même temps. Et tu vois, ce côté très entrepreneur, assez innovant quand même, assez disruptif, tu vois. Enfin, sur des... t'ouvres quand même des portes qui n'ont pas forcément été ouvertes ou qui n'ont même pas été identifiées à l'époque. Ouais, après, comme je te disais, j'ai rien inventé. Ouais, mais... C'est que des trucs qui existaient déjà et qu'on a dit, bah tiens, si nous on le faisait à notre sauce. Tu vois. Mais est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu aurais pu prévoir, ou par exemple ton entourage aurait pu prévoir par rapport à tes appétences, ton tempérament? Je crois que tu fais des études d'informatique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, j'ai un BTS. Donc pareil, t'es pas forcément dans l'entrepreneuriat, dans la création de business, tu vois, et au final, tu regardes 10, 15 ans plus tard, qu'est-ce que ça t'évoque, tu vois? Enfin, tu vois un petit peu, ça s'est fait sur le tas, c'est des coïncidences, ou en fait finalement ça correspondait bien? Franchement, bon, moi j'ai toujours eu du mal, je vais pas dire avec l'autorité, parce que ça ferait vraiment rebelle, anarchique, c'est pas ça, tu vois, mais quand je suis rentré dans le monde du travail, j'ai tout de suite su que j'aurais un problème avec le côté je bosse pour quelqu'un, machin et tout, donc je savais pas trop où ça allait, mais j'avais envie d'essayer de monter mon propre truc. Sans donc savoir, très tôt ça quand même. Ouais, plutôt assez tôt, voilà, dès que j'étais majeur et tout. Et je voulais rentrer dans le marché du travail assez rapidement, je voulais pas faire de longues études, je savais pas trop quoi, mais en tout cas j'ai quand même fait un bac+2 pour rentrer dans le marché du travail sans forcément avoir juste le bac et tout. Et en fait, au même moment, j'ai été embauché par Millennium à l'époque, qui faisait du streaming à Marseille. Mais même là, tu vois, je me suis dit, je sais que c'est qu'une étape. Je suis embauché d'une boîte et tout, mais je préférerais, et j'ai eu rapidement des responsabilités là-bas, ça m'a plu. Quand je suis parti de Millennium, j'ai tout de suite fondé mon projet. Et quand je suis arrivé en Angleterre chez Eclipsia, pareil, je me suis dit, ok, je donc t'avais quand même une petite musique où tu te disais, j'aimerais faire mon truc. Ouais. Et au fur et à mesure, peut-être ça a pris forme, ça prenait de plus en plus forme dans ta tête, où tu te disais... Ouais, puis surtout qu'au départ, quand j'ai commencé... de ce que tu connaissais, En fait, c'est ça. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop moyen de le faire. En fait, le modèle, c'était la web TV. J'allais pas faire une web TV tout seul, donc c'était un peu étonnant. Et voilà. Et forcément, quand Twitch a commencé à apparaître et qu'on avait sa propre chaîne, là, tu t'es dit, ces trucs, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Donc j'ai commencé ça en janvier 2015. Et après, autour de ma chaîne Twitch, avec les revenus que ça générait, là, j'ai commencé à créer des projets, faire des soirées avec des gens, faire des LAN streamés, ce genre de trucs. Parce que je me suis dit, c'est trop cool, en fait, on peut faire plus, quoi. Et moi, ce que j'entends, tu vois, quand tu racontes ça, c'est... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à tu vois, avoir tu vois, envie de quelque chose, une motivation, une idée comme ça qui germe. Mais forcément, il y a le risque aussi. Il y a le fait de se dire, je me lance, je laisse quelque chose, je laisse un boulot peut-être, ou je prends un risque financier, je prends un risque... voilà, il y a...
Est-ce que toi, tu avais la conscience de ce risque-là? Si oui, comment tu le gérais? Est-ce que tu es plutôt riscophile, riscophobe? Tu te dis, je fonce tant que j'y crois, de toute façon, on verra bien. C'est quoi ton tempérament par rapport à ça? Franchement, je suis pas du tout riscophile, pour reprendre ton terme. Je suis en général quelqu'un qui, s'il a une idée d'un truc un peu risqué, il aura toujours un plan B. Ok, Et sinon, en général, je fais pas. d'accord. Franchement, j'ai beaucoup de mal à me dire, ouais, je lance et puis on verra On bien. verra bien. C'est Donc quand tu même cherches rare. quand même un petit peu à te protéger, ou enfin à essayer de voir, avoir fait, un espèce ouais. de filet de sécurité. En fait, je me dis surtout, je fais ça et au pire, je ferai ça. Ok. Mais je me dis jamais, je fais ça et au pire, on verra bien. Ouais, on verra bien, ok. Ça, c'est quand même rare. D'accord. J'essaye d'analyser la situation, d'avoir plan A, plan B, plan C. Est-ce que tu considères que tu as pris des risques, au final, quand tu regardes? Parce que, enfin, moi, C'est une sacrée question. ouais, qu'est-ce C'est que la t'en penses, première fois toi? qu'on me demande ça. Est-ce que, voilà, avec du recul, est-ce que tu considères que t'as sauté avec filet ou pas? C'est dur parce que ça dépend dans quel domaine. Je pense que j'ai pris des risques. En fait, disons qu'il y a des trucs que j'aurais fait que j'avais pas forcément besoin de faire. Tu vois, créer le ZEvent, c'était pas nécessaire. Ouais. Créer la Zilan, c'était pas nécessaire. En fait, chaque événement déjà, c'était une prise de risque parce que Mais même quand tu te lances dans le streaming, pour toi, c'est pas une prise de risque? Tu le vois comment? non, je pense pas. Parce que, Ok. en fait, bon, le contexte est très différent, mais en gros, je viens de finir mon bac plus 2. En gros, je suis à ma première année de bac plus 2. Millennium me dit, viens chez nous. Je dis non, je vais finir mon bac plus 2 parce qu'on Ok. parce qu'on sait jamais. Je sécurise, ouais. Je finis mon bac plus 2, il m'embauche en CDI. Donc Ok. en fait, le risque, D'accord. il est modéré, tu vois. Ok, ok. Je suis pas en mode, allez, je me lance dans ma chambre, je stream 6 heures par soir, on verra bien ce qui se Ok, passe. ok, d'accord. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et d'ailleurs, moi, quand on me demande, ouais, tu conseilles quoi aux gens qui veulent se lancer dans le streaming, le premier truc que je dis, c'est surtout, ne vous dites pas, j'arrête tout ce que je fais et pendant un an, j'essaie de devenir streamer. Ouais. Ne faites jamais ça, Ouais, c'est ouais. le pire truc à C'est faire. très risqué, ouais. En fait, il faut se dire, je stream de temps en temps un peu le soir chez moi, je vois si ça prend, je vois si moi j'aime ça. Ouais, c'est ça. Parce etc. qu'on se rend Et pas du après, tout compte aussi. Ouais, Voilà, de ce et que ça après, implique. peut-être, si ça devient quelque chose, si j'arrive à commencer à égaler un SMIC, et ben peut-être je fais la transition avec mon taf ou ce genre de truc. Enfin, je dis un SMIC ou peu importe, un salaire, quoi. Et voilà, moi c'est vraiment le pire truc. Quand je vois les gens qui disent, bah là, j'essaie d'être streamer, ça fait 4-5 mois que je stream tous les soirs, Ouais, parce que j'aime pas trop. ouais, ça fait un petit peu une course en avant et on a du mal à. Ouais, il y a un élément aussi, on a du mal à lâcher ou à. Parce qu'on se Puis- dit, j'ai déjà mis 5 mois, Ouais. j'ai fait des sacrifices, je peux pas Et puis surtout, faire machine arrière, quoi. Et puis surtout, c'est une fraude parce que c'est un métier qui a l'air très accessible et très simple d'en vivre, etc. Parce que quand on suit beaucoup de streamers, on voit beaucoup de gens qui en vivent et on se rend pas trop compte. Ouais. En plus, avec l'aspect parasocial où tu as des streamers qui sont en mode, bah, vous voulez streamer, bah streamer. Et tu sais, ouais, t'entends ça. Et moi, des fois, je me dis, c'est quand même un peu dangereux, faut faire gaffe. Et à ce qu'on dit. l'énergie que ça demande, enfin, moi je t'avoue que j'ai été choqué. J'ai fait beaucoup de streaming post-carrière, quoi, Ouais, après je le sais, compétitif. je sais. Mais je t'assure que je pense que après une journée de streaming, j'étais plus fatigué qu'après une journée d'entraînement. Non, mais vraiment, c'est. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au stream qui disent ça, qui Oh disent là ah mais là attends là. mais moi au bout de 3 heures de stream je suis rincé. Mais rincé, mais Après c'est rincé. une habitude comme d'hab, Ouais, tu vois. c'est ça. Et ça dépend ce que tu fais. Ouais. Parce que toi tu jouais et en plus tu faisais le stream. Donc Ouais, en fait c'est ça. t'ajoutais un truc Ouais, à ouais. ce que tu faisais. Mais tu le vois. multitasking, j'étais en surcharge cognitive. Pourtant Mais Dota, un vraiment, multitasking. ouais, non, mais il y c'est avait quand même déjà pas ça à mal. gérer en plus. tu Oui vois. oui oui. Mais bon, bref. Ok. Et Tu vois, moi du je suis coup- incapable de gérer le courrier dans une game par exemple. ok. C'est- Ouais, mais pareil, c'est de l'entraînement. C'est du multitasking. Non mais tu vois ce que je veux dire. Joueur de SC2, je suis sûr que t'aurais Ouais, t'aurais mais- fini par le gérer. Tiens, dans un MOBA avoir 2 unités c'est quand même, C'est vrai. quand même pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais ok, donc du coup, ouais, parce que finalement, tu m'as pas complètement répondu. Est-ce que tu considères que tu as pris vraiment des risques ou Ah, pas bah sur le long terme, tu vois? je pense que oui. Mais sans qu'ils soient inconsidérés non plus. Ok. Et en plus, bah, c'est des risques où... alors, c'était pas des risques win-win, évidemment. Mais c'est vrai que si tu commences à faire des salles de spectacle, que tu vois que ça remplit pas, que tu as des bugs techniques, que le stream marche pas, machin... Enfin, tu vois... Bon, tu peux aussi te dire, au pire, je stream dans ma chambre. Parce que tu vois, moi, d'un point de vue extérieur, quand je vois tous les projets que tu as montés, je me dis, il faut être un madman, tu vois. Enfin, non, mais vraiment. Donc, pour Non, mais moi, après, la il y a- réponse est un no-brainer, mais c'est intéressant d'avoir ta perception, tu vois. En fait, j'ai pris des risques, mais ça pouvait rebondir. Tu Ouais, vois, par d'accord. exemple, le plus gros truc auquel je pense, c'est les studios de jeux vidéo, qui est quand même, je pense, mon plus gros risque financier pris de ces 10 dernières années. Mais en fait... Et pareil, aussi un domaine finalement que tu connais pas bien. que je Enfin, connaissais c'est pas pas. ton métier. Non, non, que je Tu connaissais connais pas très du bien tout. le jeu vidéo, mais c'est un métier tout à fait Totalement. distinct Je d'en connaissais développer. pas du tout. Je me suis lancé là-dedans complètement en me jetant dedans. Mais tu vois, on a commencé tout doucement. J'ai commencé par prendre quelqu'un qui en avait déjà fait. On a commencé en télétravail avec 2-3 personnes. Et ça vient encore etc.
d'une appétence pour ce truc-là, quoi, du goût, enfin tu vois, du goût que t'as pour la création de jeux vidéo, le développement de jeux vidéo. J'aime trop voir des gens créer des choses et participer au fait de les aider là-dedans. Et nous, on a souvent fait avec des porteurs de projets. Tu vois, j'ai monté une boîte de merchandising, c'était un porteur de projet qui a développé son truc. Le jeu vidéo, pareil, il y avait une porteuse de projet en l'occurrence qui a développé son truc. Et pour les événements, c'est un peu pareil. En fait, moi, je fais pas tout seul. C'est trop important. J'ai rien fait tout seul, je pense, depuis que j'ai commencé. Il y a toujours quelqu'un qui soit m'aide, soit qui m'aide à me motiver dans le fait de dire bah viens, là, on pourrait se lancer là-dedans, etc. Après, c'est dur de trouver les bonnes personnes aussi. Hein. C'est arrivé qu'on ne tombe pas sur les bonnes personnes. Mais c'est pas grave, tu peux rebondir, etc. Mais pour la prise de risque, c'est intéressant comme question. La plupart des gens diraient oui, je pense. Et à mon avis, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de trucs où j'aurais pu faire plus simple ou ne pas faire. Mais plus safe aussi, entre guillemets, tu vois, rester dans ta zone de confort ou des trucs que tu maîtrises bien. Mais tu vois, comme je disais, je suis pas allé en me brûlant les ailes. Quand j'ai monté mon studio de jeux vidéo, j'ai pas dit on prend des locaux, on prend 10 personnes et on verra bien, on fait 3 ans. Non, on a fait télétravail, 2 personnes, on a vu que ça a commencé à arriver, on a augmenté. J'essaye toujours de commencer bas et de monter. Je pense que c'est la vraie clé de la prise de risque pour moi. En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est ne pas commencer en se brûlant les ailes, pas vouloir commencer trop haut. Sauf si tu peux te le permettre, bien sûr, et que tu as les clés. Mais moi, tu vois, on a rempli Bercy avec TrackMania, mais ça a pris 10 ans. On a commencé dans une salle de spectacle et on a fini à Bercy, mais j'aurais pas pu faire Bercy d'un coup. C'est impossible. Et d'ailleurs, quand on a fait Bercy et que des gens ont découvert l'événement, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui fait Bercy avec son jeu que personne connaît, tu vois. Alors qu'en fait, ça faisait 10 ans que nous, on faisait des zéniths, des machins. Et voilà, et maintenant que tu as le recul sur tous ces projets, j'imagine que tu les as vus se développer et voir un petit peu ce que ça a donné. Est-ce que ça facilite l'approche de nouveaux projets en te disant je vois ce que c'est aujourd'hui, je sais ce que ça peut devenir. Enfin, j'ai vu déjà ce pattern, quoi. Ah bah grave. Aujourd'hui, se lancer dans un grand projet, ça n'a rien à voir avec il y a 10 ans. Aujourd'hui, je connais les implications. T'étais à l'aveugle complètement il y a 10 ans finalement. Sur plein de choses. Aujourd'hui, et puis aussi, je réinvente pas la roue. Maintenant, ce que je fais, j'ai quasiment toujours déjà fait des aspects de ce truc-là. Oui, t'as développé une méthode, entre guillemets. Genre maintenant, quand on veut développer un spectacle ou une viewing party, qu'on veut amener des gens à regarder un truc dans une salle, bah en fait, je sais déjà que ça va impliquer des humains, de la technique, une salle à louer, une date qui ne doit pas correspondre avec d'autres trucs, machin. Donc, et avant tout ça, j'avais pas ces paramètres en tête. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et ça permet de faire des événements de manière beaucoup plus sereine, d'en faire plus. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui quand je me lance dans un truc et c'est très différent. Et alors, tu vois, un sujet que je voulais aborder avec toi, parce que tu vois, tu parles de t'inspirer, de te nourrir de choses que tu vois, que tu consommes toi-même peut-être, etc. Et tu te dis, ah tiens, je pourrais peut-être apporter quelque chose de différent, une nouvelle approche. Ça demande peut-être un certain niveau de confiance en soi ou de conviction, on va dire ça comme ça, tu vois. Est-ce que tu te fais confiance justement? Tu fais confiance à ton instinct sur ces trucs-là en te disant on pourrait faire ça. Enfin, tu vois, quelle est la place du doute versus non, je pense que l'instinct que j'ai sur le fait qu'on devrait faire ça différemment, on pourrait faire ça différemment et ça plairait et ça fonctionnerait. C'est quoi ta relation à ça? De mieux en mieux avec le temps, je dirais. En fait, comme j'ai du recul, plus de 15 ans maintenant, sur ce que je fais et sur ce que les gens ont apprécié voir sur ma chaîne, sur mes contenus, je sais à peu près vers où je vais quand même. C'est-à-dire, franchement, quand je crée un événement ou que je me lance dans un stream ou quoi, je sais très bien, je peux mettre un curseur sur à quel pourcentage les gens vont trouver que ça me ressemble. Tu vois, je peux quasiment toujours mettre un curseur qui va de 10 à 90%, on va dire, parce que c'est jamais 0 et jamais 100, évidemment. Mais je suis très, très capable de faire ça. Et forcément, mes proches ou les gens qui travaillent avec moi un peu moins. Et du coup, ça m'amène dans des discussions à me dire non, vous inquiétez pas, je sais que là, il vaut mieux aller dans cette direction-là. Et ça, je le faisais moins avant parce que j'avançais plus à l'aveugle, parce que je savais pas trop, je connaissais moins les contraintes, comme je te disais. Donc voilà. Mais après, je suis pas du genre à imposer quoi que ce soit non plus. Je suis très ouvert au dialogue. Et comme je te dis, comme je suis pas trop un créatif, mais plutôt un améliorateur, je pars souvent d'une base qui est en général assez bonne parce que je travaille avec des gens qui maintenant ont des bases ultra solides et donc c'est devenu plus simple. Mais oui, l'instinct et la confiance en moi sur le type de contenu à faire, là elle est vraiment très forte maintenant. Et tu vois, par rapport à ça, ça c'est un point de vue très personnel, mais moi tu vois, quand je pense ZeratoR, je pense aussi à une certaine authenticité, tu vois. Je trouve que il y a quand même un côté très authentique dans ta manière de faire les choses, même dans ta manière de streamer et tout. Et je suis persuadé on se connaît pas si bien que ça, hein. Non, c'est vrai. Et je suis persuadé que c'est quelque chose, enfin on ressent que c'est quelque chose auquel tu es attaché.
Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais pour les nouveaux créateurs de contenu, peut-être comme ils veulent se positionner et que c'est quand même de plus en plus saturé, entre guillemets, bien ils ont sûr. tendance à peut-être exacerber un trait de personnalité ou peut-être même parfois aller plus loin que ça et carrément en inventer un, quoi, pour... Ouais. Euh, et qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Est-ce que tu vois ça comme une chance finalement d'avoir réussi à pouvoir être absolument toi-même, tu vois, parce que tu disais ça me ressemble, Mm. euh, et pour ça, c'est important qu'il n'y ait pas de décalage entre, tu vois, le contenu que tu crées, Ouais, c'est les vrai. événements que tu crées et qui tu es finalement, tu vois, d'un point de vue très personnel. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, se lancer dans le streaming, comme tu as dit, c'est dur parce qu'il faut tout de suite être quelque chose. Mm. Et c'est dur d'être quelque chose et Ouais, en c'est plus ça. de le tenir. Mais ceci dit, moi, quand je vois des bouts de mes anciens streams d'il y a 10, 15 ans, tu vois, je faisais pareil. En fait, Zerator était vraiment un personnage quand j'ai commencé. C'était quelqu'un de très exacerbé, de très extraverti, qui gueulait dans tous les sens. Vraiment, j'étais le gueulard du streaming, tu vois. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé et je suis plus allé vers mon côté passion perso, machin. Mais au début, je jouais beaucoup plus un personnage. Et ça Et s'est fait comment? Ça s'est fait graduellement? Ça s'est fait sans que tu le ressentes tu veux dire la forcément? transition Ouais, vers la le maintenant? transition. Franchement, ça s'est fait un peu graduellement et aussi parce que j'en ai eu un peu marre de, entre gros guillemets, faire le clown. Enfin, Ouais, c'est pas ça, parce que c'est quand même une partie de moi aussi, donc je peux pas juste dire, ah oui, j'ai enlevé le masque, tu vois. oui, C'est pas ça du tout. J'ai pas juste enlevé un masque, mais disons que j'avais moins le côté où j'avais besoin d'exagérer mes émotions, parce d'accord. qu'en plus, en vieillissant, t'as des envies Ouais, c'est ça. différentes. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, j'ai commencé le streaming, j'avais 21 ans. C'est Aujourd'hui, ça, j'en en ai fait. 36. Des gens qui t'ont suivi carrément sur un... Ouais, Ouais, et les gens, ils ont grandi avec moi, tu ouais, vois. Moi, il y a plein de gens, et il y a aussi des gens qui ont lâché le truc ouais. parce qu'ils préféraient avant et ils préféraient cette manière d'avant. Et Tu vois, d'autres il y se sont a. montrés dans le train bien après. Enfin, Ouais, ouais. exactement, exactement. Et il y a aussi des gens qui, du coup, ont des a priori, parce que, tu vois, il y a des gens aujourd'hui de 35 ans qui me disent, ah, mais moi, il y a 10 ans, je te voyais gueuler, ça me gavait, et aujourd'hui, c'est marrant, je suis beaucoup plus ton live, parce que c'est totalement différent. Alors, je suis pas non plus devenu un podcasteur histoire qui parle très lentement et qui fait du storytelling, hein. Bien sûr, j'ai encore ce côté un peu exacerbé, ça me plaît de le faire, c'est un exutoire, c'est super, c'est quasiment du théâtre, moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois. Mais c'est très différent. Mon contenu a vraiment changé, a évolué avec mon âge, et je pense que c'est normal. Et aujourd'hui, je peux pas blâmer. Le premier exemple qui me vient, c'est Anime, qui vraiment, tu vois, joue un personnage et exacerbe tout dans ses Ouais, lives, etc. Et je vais pas dire que je me retrouve en ce qu'il faisait, mais en tout cas, je comprends. ouais, bien Je sûr. comprends ce truc-là. Et probablement que si je me lançais aujourd'hui à son âge, bah, peut-être que je ferais ça, tu vois. Ouais, Parce qu'à mon avis, c'est effectivement une belle manière, une bonne manière de faire les choses c'est pour ça. l'audience qu'il a et ce qu'il fait. Parce que Parce tu que c'est toujours vois, pareil, ça dépend de ce que t'aimes. et finalement, moins il y a de décalage entre, peut-être, hein, moins il y a de décalage entre le créateur de contenu et la personne, la vraie personne derrière, plus c'est facile à tenir en fait sur le long terme, tout Ah bah simplement, c'est parce ça, c'est que sûr. voilà, on s'épuise pas. Ça c'est sûr, et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, quand tu as des gens de 30 à 40 ans qui font du contenu pour les gens qui en ont 13, bah c'est de plus en plus difficile, je pense. Et tu es de plus en plus en décalage, Ouais, bien sûr. ne serait-ce que par, je sais pas, le langage, Ouais, par ce qu'ils aiment, ouais, etc. c'est Et clair. pourtant, ça existe, tu vois. Aujourd'hui, il y a des streamers qui ont quasiment mon âge, qui ont une audience qui est entre 16 et 25 ans. Ouais, Et pourtant, ils en ont 35. ouais, Et en fait, ça va, tu vois, ça va se commencer à s'étirer de plus en plus. Mais en fait, ces gens-là, ils finiront par faire la transition vers un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus différent. Et en fait, leur audience va pareil vieillir avec eux. Et je pense que ça ira. Enfin ça ira. En tout cas, ce sera comme ça. Mais c'est vrai que. En plus, aujourd'hui, il y a de tout sur Internet. C'était pas du tout le cas au début du streaming. Au début du streaming, on était 10, enfin même pas, on était ouais, 5, on ouais, est devenu 10, puis 20, et d'un coup, maintenant, on est 1000. ouais. Mais en tout cas, c'est dur aujourd'hui de se dire, moi, il y a absolument personne que j'aime dans le streaming. Il y a forcément quelqu'un qui va correspondre à ce que t'aimes. Si en tout cas, tu fais partie de la sphère Internet et tout. Ah ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts, Ouais, c'est clair, tous les franchement. sujets, hein. Ah, C'est 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 sûr. vraiment génial aujourd'hui. Ok, alors tu vois, bon, pour revenir un petit peu à tout ce que tu as construit et les projets que tu mènes aujourd'hui, moi, un des sujets que j'aborde vachement dans le podcast, Mhm. peu importe le domaine, et là, on est en plein dedans, c'est en fait c'est la gestion de la pression. Alors, il y a Ouais. la pression que tu te mets à toi-même par rapport à ton niveau d'exigence, il y a les attentes aussi, puisque tu es identifié, c'est des événements qu'on attend. Enfin, tu vois, typiquement le ZEvent, tout le monde en a Ouais. entendu parler, tout le monde l'attend. Quelle relation t'as, toi, à la pression en général? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel t'es à l'aise? T'as appris à être à l'aise parce que t'as pas le choix? Ou alors pas du tout, c'est quelque chose que t'as un petit peu de mal à appréhender? Comment tu te places? Je pense que j'ai assez d'aisance. Tu vois, moi, j'ai rarement le trac en montant sur la scène.
Et ça fascine un peu les équipes avec lesquelles je bosse. Quand on a fait Bercy, on était en scène centrale, tu vois. Donc je suis au milieu, il y a 15 000 personnes autour, et je suis tout seul debout pendant 4 heures. C'est un one-man show, tu vois, presque. Alors il y a les joueurs qui viennent, qui repartent et tout, mais il n'y a que moi qui anime. Et les gens, ils me disaient, mais comment tu fais, quoi, pour pas monter et trembler des jambes? Et toi, en fait, à ce moment-là, t'es... Et moi, j'étais content, j'étais juste excité d'y aller, tu vois. J'étais là, bah vas-y, on a bossé pour ça, c'est trop cool. Et en fait, je disais, je connais le jeu, je connais mes équipes, je connais les gens qui me regardent, je connais les joueurs. En fait, il n'y a pas d'inconnu. Et il peut rien se passer. Alors, ce qui peut se passer, c'est que d'un coup, mon micro, il marche pas. Mais je veux dire, en fait, j'ai pas le contrôle. À la légère, donc, j'ai appris à m'en foutre un peu des trucs dont j'avais pas le contrôle. Tu fais confiance en tes équipes, ça va rouler. Et en plus, moi, j'ai un style de stream qui fait que tout est permis, entre guillemets. En fait, si un truc plante et que je reviens et que je dis « Oh, ça a planté !» Bah, en fait, les gens, ils vont dire « Ah, c'est marrant, ça a planté. » tu vois. Ils vont même se dire « Ah, c'était prévu. » Tu vois, limite. Alors que c'était pas prévu. D'ailleurs, j'ai fait plein de fois ça, les trucs en mode « Ah, désolé, il y a une erreur. » Les gens, ils disaient « Ouais, c'est ça, une erreur. » Alors qu'il y avait vraiment une erreur, tu vois. Donc, en fait, ça limite un peu la pression. On a le droit à l'erreur. On est sur justement ce truc un peu authentique que tu disais. Les gens, ils apprécient le côté homemade professionnel, je pense. En fait, la volonté de très bien faire, mais avec les moyens qu'on a. En fait, c'est ça. Les gens, ils voient qu'on fait de notre mieux, ça. que ça nous passionne, qu'on a envie de le faire. C'est très vrai pour la ZILAN, c'est très vrai pour le ZEvent, tu vois. Le ZEvent, si tu regardes, c'est un événement plutôt facile. C'est juste qu'on l'a mis à une échelle qui rend le truc compliqué, mais en fait, c'est juste des gars, ils ont un PC, une table, et en fait, ça, c'est multiplié par 50, 60, peu importe combien on est, mais ça reste assez facile et ça a créé un truc incroyable. Donc, on fait rien qui est absolument démentiel. Je pense que le plus gros exemple, c'est la ZILAN. C'est vraiment l'événement le plus complexe qu'on fait, parce qu'une LAN de 3 jours, qui est un peu une émission en même temps, c'est vraiment difficile, mais pareil, on fait pas des trucs qu'on se sent incapable de faire. C'est des trucs où on se dit, ok, ça, on va pouvoir le faire, etc. Ça, oui, ça, non. Donc, non, la gestion de la pression, ça va. Moi, le truc avec lequel j'ai plus de mal, c'est quand les gens ont pas compris vers où je voulais les amener, ou tu vois, et souvent, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques années, quand il y avait des incompréhensions suite aux ZEvent ou les choses comme ça, là, je me disais... C'était 2022 à peu près, non? C'est cette période 2021, 21-22 en gros. Et tu vois, et là, je voyais qu'il y avait des gens parfois qui comprenaient pas où on allait, qui avaient pas trop compris l'essence du truc, mais ce qui est normal pour un événement mainstream qui sort de ton cercle. Parce qu'en fait, tu vas parler d'un coup à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Donc ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Qui vont peut-être pas prendre aussi le temps ou faire l'effort. Totalement. Qui peuvent s'arrêter sur la première info. Oui, parce que les gens ils commandent pas. Moi j'ai toujours ils réagissent. Donc, en fait ils réagissent. Donc en fait ils vomissent le truc et ils te connaissent pas. Et ça c'était frustrant parce que t'avais le côté ah putain en fait non mais ok en fait je comprends pourquoi il dit ça mais en fait il sait pas. Et donc ça peut décourager ou non t'es plutôt hermétique. Enfin je veux dire tu fais le travail de rééduquer ou de réexpliquer. Mais est-ce que ça peut porter un coup un peu à la motivation de te dire putain tu vois, on se défonce pour faire des trucs. On peut pas être insensible. Franchement, c'est impossible de dire non, je m'en fous de ce que disent les gens. C'est impossible. Après, on a appris à le digérer, à l'encaisser, à faire différemment. Moi, je suis plus sur les réseaux depuis plusieurs années maintenant. En gros, j'ai même pas mes logs pour te dire. C'est-à-dire. Plus du tout. En fait, j'ai un CM, mais j'ai pas le mot de passe. T'as coupé complet. En fait, et de temps en temps, il me dit des trucs importants. Tu vois, genre là, il y a ça, il y a ça. C'est cool. Donc en fait, t'as ton stream où finalement, c'est quand même un espace familier, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est ça. Et sinon, après le reste, t'as coupé. Non, j'ai coupé. J'ai coupé parce que surtout que c'est. Ça me donne presque envie. Non, mais en fait, il y a un côté. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, c'est pas mon métier. En fait, mon métier, c'est de délivrer aux gens ce qu'il y a dans le player Twitch. D'accord. C'est tout. Alors, j'ai longtemps géré mes réseaux moi-même parce que je me disais, si j'ai un CM, il va pas parler comme moi, il va pas faire les trucs. Mais en fait, on s'en fout. En fait, les réseaux, moi, j'ai compris, en tout cas, dans mon cas, que les réseaux me servaient juste à communiquer mes actus. De l'info, donner de l'info. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui partageait trop sa vie. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, c'est plus simple de se couper des réseaux. Parce que tu dis aux gens, je continue de vous envoyer mes infos, mais en fait, si vous voulez discuter, venez en stream. D'accord. Parce que c'est là où je suis, c'est là où je réagis et tout. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est une plateforme qui est beaucoup plus qui fonctionne beaucoup mieux pour l'interaction, réexpliquer, prendre le temps. On n'est pas limité à 140 caractères. S'il faut passer une heure sur un sujet, on passe une heure sur un sujet. Et puis moi, ça m'arrive de parler à des gens qui sont pas d'accord avec moi en stream. Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est facile, tu vois, il emmène les gens sur son Twitch, il bannit les gens, machin. Et oui, des fois, un gars qui arrive qui est trop con, on le bannit, c'est vrai, tu vois. Mais il y a des gens qui arrivent. Mais t'as aussi des gens qui arrivent, tu vois, qui sont abonnés depuis, 3 ans à ta chaîne et ils vont dire un truc. Ah, j'ai pas trop aimé ce que t'as fait là, pourquoi t'as dit ça, machin. Et quand tu vois ça, tu vas pas dire, allez, t'es banni à vie, dégage, tu vois.
En fait, vu que c'est quelqu'un qui te connaît et que tu as le contexte et tout, tu fais ah ouais, bah ok, attends, je vais t'expliquer, peut-être t'as pas compris. Et moi, je fais ça tous les jours. Hein. Franchement, ça arrive tous les jours sur plein de sujets. Et voilà. Cool, ça permet aussi d'avoir du recul par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce que tu fais, parfois d'être ouvert à la critique, parce qu'on peut se planter, faire des mauvais choix. Franchement, c'est difficile d'être un streamer qui regarde son chat et d'avoir la grosse tête. Parce que tu te fais défoncer en permanence. En fait, tu te prends des balles à longueur de journée. Et en fait, il y a forcément parfois des fonds de vérité. Et quand tu te prends des balles sur un sujet 1000 fois, bon, c'est qu'il y a peut-être un truc qui se passe, tu vois. Si tu prends une balle tous les 2 jours, bon, il y a des gars... Surtout des personnes qui font l'effort de, tu vois, une démarche où ils essayent d'expliquer leur point de vue plutôt que de dire je me suis énervé, je réagis avec ma colère et puis basta, quoi. Donc ça t'oblige à avoir du recul sur toi-même et à dire est-ce que là, en fait, j'ai pas merdé sur un truc. Quand vraiment il y a un truc où il y a beaucoup de des abonnés qui en parlent et tout, tu te dis ah ok, là peut-être ça mérite des explications ou peut-être ça mérite que je fasse un truc différemment. Et nous, il y a plein de fois où on a changé d'avis, changé de je sais pas, de façon de faire sur des événements ou des trucs ou des décisions parce qu'on a vu que l'audience elle aimait pas, tu vois. Est-ce que la pression pourrait, alors si elle vient pas, est-ce qu'elle pourrait venir du fait que maintenant tes projets quand même comment dire, ils concernent beaucoup de monde. Enfin, tu vois, je veux pas dire qu'il y a des gens qui dépendent de toi finalement, c'est une façon de parler, mais quand même qui sont impliqués sur ces projets. C'est vrai. Tu vois, ça mobilise beaucoup de moyens humains, financiers, etc. Est-ce que ça, c'est un élément de pression ou pas nécessairement non plus? Ça peut l'être, mais heureusement, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire, tu vois, dès que je lance le studio de jeux vidéo, par exemple, bah oui, c'est des gens qui, à l'instant T, vont dépendre de moi jusqu'à ce que les premiers jeux sortent et tout. Mais tu vois, là, le studio de jeux vidéo, il est indépendant financièrement. Et du coup, c'est bon. J'ai plus besoin de mettre au robinet. J'ai plus besoin de me dire, ah là, si je sors pas X milliers d'euros de salaire ce mois-ci, en fait, des gens vont pas pouvoir bouffer. Donc ça, c'est difficile. Dans les débuts de projet, quand tout est porté par toi, parce que t'es la vision, la personne publique du projet, ça, c'est compliqué. ZQSD, pareil, qui produit tous mes spectacles. C'est une société de prod qui a été montée par 11 potes. 11 potes entre eux, je les connaissais pas, mais moi c'est pas du tout ma boîte de prod où tu vois, et en gros maintenant je suis salarié, je suis pas salarié, je suis associé avec eux, mais ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait au bout de 10 ans de collaboration et ils faisaient d'autres trucs à côté, donc c'est pas pareil, tu vois, même si demain je disparaissais, ils pourraient faire leur vie et il y a pas de problème. Donc c'est quand ça t'implique pas directement, effectivement. Après il y a d'autres trucs, par exemple, tu vois, la mandatory, mon club e-sport, là effectivement si demain j'arrête de streamer, bah c'est plus compliqué. Mais bon, en même temps, une équipe e-sport, tu vois, c'est un truc, si un jour on veut arrêter, on va pas le faire du jour au lendemain. On va pas dire du jour au lendemain à des joueurs pro, bon bah finalement c'est fini, tu vois. Enfin, ça prendra des mois, tu vois. C'est un truc que je me suis demandé en regardant un petit peu ton parcours et tout, en me réintéressant à tout ça. Je me disais, est-ce qu'à un moment, tu as eu l'envie d'être joueur pro toi-même? Est-ce que c'est un truc qui t'a traversé l'esprit ou pas? Parce que bien du coup, sûr. tu as recollé, tu vois, avec Mandatory, tu recolles au compétitif aussi. Est-ce que tu reconnectes avec quelque chose d'inachevé ou pas forcément Bah moi grave, moi tu sais j'ai commencé le gaming en faisant des LAN et tout, hein. En fait moi j'ai fait des LAN de CS, j'ai fait des LAN de War 3 et à l'époque c'était vraiment c'était dans des hangars, il fallait vraiment en vouloir, fallait être déter, tu vois ce que fallait être déter. C'était pas du tout comme aujourd'hui où tu pouvais te laisser porter, écran cathodique, voilà la totale quoi. C'était quoi, c'était Ventrilo, comment ça s'appelait à l'époque les programmes de c'est ça Roger Wilco, Ventrilo, TeamSpeak. Donc moi j'ai commencé, j'ai fait des LAN. Tu vois, ma première LAN, c'était une LAN que j'ai fait à Cergy-Pontoise en 2004. Ça s'est bien passé? C'était nickel. C'était mon frère qui m'avait amené. C'est la Gladiator 4, je crois. C'était à Cergy et j'étais allé avec un diable où il y avait ma tour et mon petit écran en même temps. À la grande époque. Mais j'avais 14-13 ans, tu vois. C'était même pas les prises USB sur les souris claviers, je pense qu'on était encore... c'était PS2, C'était le rond violet, le rond violet, le rond vert. La souris à boule, les prises PS2. Pas. Non, je pense que ça devait être souris laser. Ok, on vient. C'était vraiment la haute technologie. La MX310. Non, mais en gros, c'était. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, effectivement. Moi, j'ai fait des LAN avant d'avoir Internet, quoi. Enfin, en gros, c'est venu un peu en même temps avec le 56K, la DSL et tout. Mais donc, j'ai commencé évidemment comme ça. Et bien sûr, moi, je regardais Team AAA, je regardais ces trucs-là et j'avais les yeux comme des billes, tu vois, en me disant, waouh, c'est fou, ils sont joueurs pro. Puis, j'avais aucune idée de ce que c'était, tu vois. Dans ma tête, c'était des joueurs de foot, quoi. Donc, effectivement. Et après, quand la compétition a commencé. Et qu'en plus, il y avait de plus en plus de jeux. Forcément, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien, machin. Et en plus, moi, j'ai refait des LAN moi-même en tant que streamer. Et forcément, tu te dis, putain, si j'avais investi plus de temps. Mais jamais de ma vie, je troquerais cette vie pour une vie de joueur pro. C'est tellement difficile, je trouve. Donc
Et tu goûtes c'est un trop petit dur. peu à certaines de ces sensations via Mondatory, Ouais, via évidemment. ton club e-sport, ta structure. Évidemment, mais et en plus, tu sais, t'arrives même à devenir ce supporter toxique où tu te dis putain, mais si c'était moi là, je pense que j'aurais fait le kill, tu vois. On est tous, Alors que pas du tu tout. sais, je vais même te dire, Pas du même en tout. tant qu'ex-joueur pro, Ouais. je suis coupable du même truc. Non, mais toi, ça n'a rien à voir. Non, T'étais non, sur coach sur des jeux. et t'as remis les crampons Ouais, et t'as d'accord. gagné. Non, mais que sur Dota, j'ai un avis, je peux me le permettre. Mais moi, j'ai Ouais, des voilà. avis, parfois, je me retrouve dans ma tête à avoir des avis sur des jeux Ah ouais. où moi, en fait, j'étais la victime de ces gens-là. Ah Parce que oui, moi, bah j'étais- oui. Tu vois, Bien j'avais sûr. des gars qui commentaient ce que je faisais sur Dota Ouais. et j'avais envie de Et dire, pourquoi mais il a fait attends, mais ça comment tu te permets, Ouais, ouais. tu vois. C'est Et moi, clair. je sais que spontanément, j'ai des avis sur des moves sur CS ou machin. Je me Bien dis, sûr. Ceb, Ouais. silence absolu. Bah, tu sais, c'est le fameux truc de le gars qui voit un match de foot et Ah qui ouais. dit même moi je l'aurais mis, tu Voilà, vois. c'est ça. C'est Mais du coup, c'est ce fameux truc. je comprends complètement ce truc-là. J'ai été des deux bords et je me dis, bon. Tu comprends les deux voilà, côtés. Les choses sont ainsi faites. Tu Ouais. vois, laissons les uns et les autres commenter. Machin, Bah, mais- c'est trop dur de regarder une performance et de se dire que c'est à quel point c'est dur. Ouais, c'est c'est ça. hyper dur. tu C'est vois. très dur. Ouais. Et moi qui ai beaucoup commenté du TrackMania, c'est un exemple hyper vrai. Et Parce plus que on est bon, c'est plus de la voiture. on donne l'impression que c'est facile en fait. Grave. Tu vois. Ouais, bah, tu dois connaître Carl Junior, Ouais. évidemment. Et tu vois, lui, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est un gars hyper nonchalant et tout. Et il Ouais. fait ça avec une facilité C'est déconcertante. hallucinant. Ouais. Il s'entraîne moins que les autres. Ouais. Il a un vrai taf. Tu sais, je sais pas quoi dire. Et pourtant, c'est l'un des joueurs les plus titrés du monde. Du coup, tu te dis, bah, faudrait que j'essaye quand même. Et, et voilà, et les gens ils se disent est-ce que c'est si dur que ça, Est-ce tu que c'est vois, si dur que ça, c'est de la finalement voiture, je vois un virage, je tourne. Ouais. Tu sais, Ouais. et donc bref, non, mais c'est vrai dans tous les jeux, mais plus le jeu est accessible, plus c'est vrai, je pense. Ouais. Complètement. Complètement. Je sais Ok, même plus donc- pourquoi on disait ça, mais Non, parce que en tout cas- je te demandais si tu avais eu à un moment. ah oui, envie de joueur pro, ouais. Tu vois, une envie de. Donc oui, Dans évidemment. ta jeunesse ou. Mais pour rien au monde, je lâcherai tout pour Ouais. essayer de devenir pro sur quoi que ce soit. Puis j'ai plus l'âge. Soyons Ok. réalistes. Après, c'est cool, tu vois, via une de tes activités, du coup, qui est d'avoir monté une structure e-sport, tu vois, d'avoir accès aussi à ce monde-là. Ouais, bien et, sûr. Enfin, accès, d'être encore plus proche, tu vois. Mais oui, évidemment, oui, t'y as tout à toujours fait. été, mais ouais. Ok, très cool. Et du coup, tu vois, sur le long terme, comment est-ce que tu réfléchis, tu vois, vraiment. Est-ce que même tu as une vision long terme, enfin, évidemment, forcément que tu l'as, tu vois, d'un point de vue business, mais est-ce que tu réfléchis à un espèce d'écosystème ou pas vraiment, tu vois, enfin, est-ce que tu vois, tu as la volonté de faire les liens entre tout ce que tu crées ou pas nécessairement, tu vois, tu te forces à avoir cette vision globale ou tu fais en fonction des appétences, enfin, tu vois, moi, ce que je retiens aussi, c'est que tu fais beaucoup les choses avec le cœur, enfin, finalement, avec quelque chose que, tu vois, où tu nous disais, ben, ça me plaît, je sens que c'est quelque Ouais. chose qui me passionne, donc je me lance, alors après, avec les modalités dans lesquelles je me lance, mais voilà, c'est quand même la motivation première. Le drive, c'est ça, mais tu te forces à avoir cette vision globale? Oui et non. Parce que ça dépend du projet. Tu vois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un truc qui s'appelle le hangar. C'est une espèce de salle qu'on a ouverte il y a 1 an à Montpellier. Et en fait, l'objectif, c'était... En fait, moi, je me disais, il n'y a plus de LAN en France, c'est chiant. J'aimerais bien qu'il y ait des petites LAN en France, même de 20, 30, 40, Alors 50 c'était joueurs. génial et entre guillemets, ça devrait toujours l'être, quoi. Enfin, tu Ouais, vois, et- moi, je suis ton premier. Et tu vois, et moi, je Premier viens de ce convaincu. milieu-là. Donc, Ouais. je me disais, c'est quand même dommage. Et je me suis dit, ouais, en fait, aujourd'hui, organiser une LAN, le plus chiant, c'est de trouver la salle, quoi. Mm. Donc, est-ce qu'on pourrait pas louer une espèce de hangar et en fait, on lui met la fibre et let's go, tu vois. Et donc, on s'est renseigné à Montpellier, on a trouvé un lieu, on a fait un peu de travaux dedans et on l'a adapté à notre sauce pour que ce soit un truc de LAN, quoi. C'est-à-dire, on a mis l'électricité pour, la fibre, etc. Il y a une espèce de mezzanine pour faire des viewing parties, un écran géant. Et on a ouvert ça il y a 1 an à Montpellier. On a fait une 30aine d'événements dedans, tu vois, sur 30 bien. week-ends, dont une 20aine de LAN, je pense. Il y a même des gens qui le louent pour faire des trucs. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs. J'ai pas eu une vision long terme. Je me suis pas dit, je le prends et dans 5 ans, ça va devenir un truc. Je me suis dit, on le prend. C'est un bail de 3 ans, location. Voyons comment ça marche. Et ça prend grave, ça marche hyper bien, les gens sont trop contents, on est quasiment plein à chaque fois. Au début, je voulais faire un événement par mois dans le hangar. Il se trouve que j'en ai fait quasiment 3 par mois, Ouais. sans le vouloir, tu vois, pas forcément en le voulant, mais en fait, ça nous plaisait tellement qu'on avait envie de le faire. Et donc ça fait partie des projets, tu vois, projet du cœur. Des fois, j'y vais, je stream même pas. En fait, je fais des LAN sans les streamer, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc où c'est mon petit plaisir personnel. J'y pense pas pour le contenu et tout. Après, moi, je fais partie des rares streamers qui, je dis toujours, quand t'es streamer, déjà, c'est rare d'avoir une vision à 3 mois. Mais moi, je suis obligé d'avoir une vision au moins à 1 an. Parce que tu vois, concernant les e-events, Ouais. où on réservait genre 1 an à l'avance les salles, les e-LAN, pareil. Ouais, puis t'en as du temps aussi, au final, ou quand même. Ouais, t'es un peu obligé. Ouais. Il y a aussi la structure e-sport, où tu sais, il y a des tournois quasiment toute l'année, donc tu dois répartir, te dire, ah oui, dans cette période-là, va y avoir les splits, les machins, les finales, les playoffs, les trucs. Donc, c'est dur d'avoir une vision sur 10 ans,
Mais avoir une vision sur 1 an, 2 ans, je pense que c'est réaliste pour des streamers comme moi, parce qu'il y a beaucoup de projets, de grands projets impliqués. Mais globalement, c'est un milieu où c'est dur de voir loin. C'est dur de voir loin parce ça va qu'en tellement plus, vite, il se passe tellement de choses. Et puis tu sais jamais à quoi tu vas jouer, quel jeu va d'un coup buzzer ou faire un truc. Franchement, c'est dur de savoir quoi. Donc la vision long terme, je pense que c'est très compliqué. Et encore, moi, je suis sur un truc où je suis pas, disons, en train de ralentir, mais je suis moins dans l'esprit de conquête, je pense. Quand j'étais plus jeune, c'était le cas. J'étais vraiment en mode faire toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. Là, je suis beaucoup moins là-dedans. Je suis beaucoup moins là-dedans. Je suis plus dans le truc, je fais ce qui me plaît. De manière ponctuelle ou pas. De temps en temps, tiens, on va refaire ce petit truc-là qu'on faisait avant. C'est la sagesse j'imagine. Et puis, en fait, avec l'âge, t'as envie de choses différentes. Je m'implique un peu plus aussi dans ma vie perso. Donc voilà, ça veut pas dire que j'arrête le streaming. Je pense pas que j'arrêterai un jour d'ailleurs. Mais c'est le rythme qui change. Et les volontés, là où tu veux t'impliquer aussi. Je m'implique un peu plus derrière la caméra, un peu moins devant. Donc voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, plus sur le côté production, réalisation, c'est quelque chose du coup auquel tu es beaucoup confronté, sur lequel tu es vachement monté en compétences. Là, tu es rentré dans le studio, tu as direct repéré les trucs et tout. Tu connaissais tout le matos et tout. Ça, c'est quelque chose qui te plaît, sur lequel tu t'es découvert un vrai goût de la réalisation, de la production, ou c'est un moyen? Je suis un très mauvais technicien, mais j'adore m'y intéresser. Tu vois, moi, chaque fois que très peu de fois, j'ai fait des trucs avec France Télé, genre des trucs de gros moyens, des grosses télés, tu vois. Je vais tout de suite dans la régi. J'adore ça, tu vois. Voir un peu comment il fonctionne. Ah ouais, c'est super. Mais pas pour de l'espionnage industriel. Non, en fait, juste je suis trop curieux, tu vois. La dernière fois, j'avais tourné un truc, une safe zone pour France TV. Et en gros, il y avait des caméras professionnelles de télé, tu vois, des trucs là. Chaque caméra, c'est 100 000 balles. Enfin voilà, c'est la folie, tu vois. Et donc, je rentre là-dedans et j'étais là, waouh, putain, c'est quoi? Et les techniciens, ça les faisait marrer, tu vois. Ils étaient là et ça leur plaisait d'en parler, du coup. Et donc, je disais, ah ouais, donc vous tournez avec quoi? Et vos micros, c'est quoi? Tant de gens que ça, finalement, qui intéressent. Personne. Les gens, ça les emmerde. Et en fait, moi, tu vois, en LAN, je branche encore mes câbles tout seul. J'aime bien régler ma carte son tout seul, alors qu'il y a toutes mes équipes qui sont là, franchement on pourrait te le faire et tout, et je dis non mais j'aime bien et tout. Au ZEvent, tu sais, j'apporte mon PC et je le branche moi-même, tu vois. Bien. Et il y a plein de streamers, c'est pas le cas, mais pas parce qu'ils ont la grosse tête qu'ils veulent pas brancher leur PC, juste parce qu'ils se concentrent sur d'autres choses, et je le comprends, tu vois. J'avais plus kiffé sur le ZEvent, c'était vraiment l'ambiance LAN et tout, que j'avais pas connu, pas. C'est le côté, on est tous là depuis des années, quoi. On est tous là pour le même truc, bien. Dans le même bateau, tu vois. Et voilà, donc moi j'aime bien ce côté un peu technicien, mais je suis pas au point d'avoir des formations, machin. Je suis pas du tout ingé son, je connais pas grand chose, mais j'adore m'y intéresser. Mais je suis vraiment un technicien du dimanche, quoi. Mais c'est vrai qu'être technicien du dimanche dans mon milieu, c'est déjà quasiment être pro, parce qu'il y a beaucoup de streamers qui aujourd'hui n'ont pas trop d'idées de comment ça fonctionne, et c'est pas grave, en fait, c'est pas du tout un problème. Donc voilà. Mais ouais, non, j'aime bien. Ok. Et je te demandais en off, avant qu'on démarre, je te disais, je sais même pas où te placer, tu vois. Est-ce que t'es streamer, entrepreneur, enfin tu vois. C'est vrai. Toi, tu te places quelque part, tu te places nulle part. Non pas qu'il y ait besoin de se placer où que ce soit, hein, mais bien sûr. Tu vois, par pure curiosité comme ça. Bah moi, j'aime bien rappeler aux gens que je suis streamer. Et tu vois, c'est rigolo parce que c'est ce à quoi t'es attaché quand même. Ouais, parce que c'est mon quotidien, en réalité, tu vois. Moi, j'ai des locaux, je vais streamer tous les jours, je rentre chez moi, je rentre du stream, je dois aller faire mon stream, machin. Et quand les grands médias m'interrogent ou quoi, à l'approche des ZEvent, ils me parlent que du ZEvent. Et il y a des interviews parfois où je dis, mais vous savez, le ZEvent, c'est 3 jours dans mon année, tu vois. 3 jours, c'est l'année, Et en fait, ils sont là, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, ça les assomme un peu. Ils se disent, ah oui, c'est vrai, mais vous faites quoi sinon? En fait, pour eux, je suis le créateur du ZEvent et je fais le ZEvent et c'est tout. Et c'est tout, quoi, c'est toute l'année. Et en fait, non, pour moi, t'imagines que 3 jours dans l'année, c'est 1% de mon temps. Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça demande énormément de préparation. Bien sûr, mais tu vois, en termes de stream pur live, c'est 1% de mon temps. T'imagines, c'est quand même fou de se dire ça. Et pareil, la ZLAN, c'est 1% de mon temps, tu vois, alors que c'est incroyable, tu vois. Et parfois, genre, je remets ça dans le contexte, et en fait, ce que je suis au quotidien, c'est pas du tout le ZEvent, c'est pas du tout la ZLAN. Et pourtant, 90% des gens qui me connaissent sur Twitch, c'est pour ça, tu vois. Et tant mieux, c'est super, ça prouve que ça a marché et tout, mais c'est pas mon quotidien. Donc ouais, moi, je suis streamer en réalité. Et je suis beaucoup plus streamer qu'entrepreneur, beaucoup plus streamer que youtubeur, beaucoup plus streamer que créateur d'événements. Même si je fais toutes ces choses, en fait, je reste streamer. Et c'est ce que j'aime faire, en vrai. Donc, voilà. Et tu vois, avec toute cette panoplie d'entreprises, tu vois, au sens propre du terme, qu'est-ce qui aurait été le plus dur pour toi? Tu vois, le plus challengeant, finalement, à mener à bien, ou en tout cas, à amener un endroit, enfin, tu vois, un endroit qui te satisfait, où tu te dis...
j'ai pas de regrets. Est-ce que d'ailleurs, petite question annexe, est-ce que tu es du style à avoir des regrets, à Jamais. regarder derrière toi ou non. tu regardes plutôt devant? Ah non, je regarde pas Ok. du tout derrière. Et c'est parfois un défaut, hein. Mais j'ai une tendance à tourner la page extrêmement forte. Ok. Je n'ai aucun problème. Tu sais, moi, je suis pas de quelqu'un de rancunier. Je suis pas, j'oublie tout. Et mais parfois, mes proches, ils me disent, tu vois, mais Tu devrais te rappeler un petit tu peu. parles à machin alors qu'il t'a dit ça il y a Ouais. 5 ans. Pff, Ouais, ok. j'en ai rien à foutre. Ok. Franchement, je m'en fous complètement. Il faut avancer, tu vois. J'ai pas du tout. Et je te dis, et parfois, ça me pose des problèmes. Et alors, tu vois, si là pour nous, tu fais l'effort de regarder un tout petit peu dans le rétro, Bien sûr. quelques secondes, et tu te dis, qu'est-ce qui aurait été le plus laborieux, je sais pas. C'est évidemment le ZEvent. Je pense qu'il n'y a rien de... Mais parce que la charge est monumentale. En fait, pas parce que c'est le plus dur, juste parce que c'est le plus fort, je pense. Donc, avec le plus d'enjeux, peut-être, finalement. Ouais, aussi. Ouais. Parce qu'on veut absolument faire bien. On veut absolument... Puis il y a une grosse responsabilité qui vient avec, j'imagine. Évidemment, ouais. en fait, on veut pas faire parfait, c'est impossible, on le sait, mais on veut absolument faire de notre mieux. Et quand les gens pensent qu'on veut pas faire de notre mieux, c'est vexant et pour nous, et ça veut dire qu'on l'a mal fait, donc on essaye de faire au mieux le plus possible. C'est pas l'événement le plus dur, je pense. Je pense vraiment que c'est la Zilane, honnêtement. Mais, tu veux dire en termes de... En termes de technique, de Ok. tout ce qu'il faut connecter ensemble, que D'accord. tout fonctionne, ça doit rentrer dans un planning très strict, etc. C'est vraiment difficile de faire la Zilane. Mais le ZEvent, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a de plus intense, c'est la sulfateuse dans la gueule, quoi. Ouais. C'est vraiment tu te fais mitrailler Ouais. avant, pendant, après. Après, Mais bon, c'est ce qu'on ressent quand on, Ouais. on le regarde aussi. Enfin, tu vois, quand on Et y c'est le but, participe tu vois. en regardant et en... et c'est le but, c'est l'intensité Ouais. à l'extrême, à son Je paroxysme. trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent de toute façon. Ouais, hein, pour que tout explose, et tu l'as fait une fois dans la Ouais. salle, et même dans la salle, tu vois. Ouais, dans la C'est salle, non-stop, en regardant, tu vois, online, enfin, à tous les niveaux, c'est ce qu'on ressent. Je C'est trouve ça. que c'est ce qui transparaît. Et moi, d'ailleurs, je suis souvent dans cette espèce de bulle de ZEvent, et il y a des fois où j'ai du mal à me rappeler, où je dois regarder parfois des bouts de rediff pour me rappeler de tout, tu vois, parce que tellement c'est intense, Ouais. et j'ai vécu 6 jours en 3 jours. Ouais, c'est En ça. fait, Ouais. tu te dis, ah ouais, punaise. Donc ouais, c'est évidemment le ZEvent, je peux pas répondre à autre chose. Et petite question, quand on vit des moments aussi forts, tu vois, souvent on a du mal à être dans l'instant présent, on a l'impression que, tu vois, ils se sont dissipés Ouais. presque instantanément, c'est quelque chose de très éphémère qu'on a du mal à toucher. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, au fur et à mesure, tu prends le temps de t'ancrer dans ce moment-là en se disant je le vis à fond? Est-ce que tu arrives à en profiter? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu arrives à être dans l'instant ou tu es trop pris par ce qu'il faut gérer, ce qu'il faut voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose qui dysfonctionne? Parce que voilà, tu es quand même celui qui porte le projet sur ses épaules. Ouais. Comment tu vis le ZEvent en général? Je pense pas qu'on puisse dire que j'arrive à en profiter sur l'instant, mais je dirais que c'est pas grave. En fait, j'ai pas besoin. Enfin, je sais Ok. pas comment dire. C'est-à-dire, oui, je pense pas à l'instant présent tout le temps aux ZEvent, mais je pense que c'est pas grave. Parce qu'en Est-ce fait, qu'il y a des moments où c'est le cas? Oui, bien Ouais, sûr. ok. Mais ça arrive quand je suis pas devant mon PC, Ouais. je suis invité dans une émission, tu vois, là je suis en D'accord. mode, ah, c'est marrant, parce que de toute façon j'ai rien d'autre à Mais faire. sinon, c'est un peu le tambour de la machine à laver. Mais sinon, c'est le tambour de la ouais. machine à laver. Mais en fait, c'est pas grave, c'est ma mission. Et moi, je le vois vraiment comme c'est ma mission aux ZEvent. Je suis comme ça, je suis le quartier général, tu Ouais. vois. Et je suis pas forcément le stream qui fait le plus de vues, là où il se passe le plus de choses, mais je suis l'œil Ouais. qui un peu voit tout ce qui se passe, enfin qui essaye de voir tout ce qui se passe, que je vois pas tout évidemment. Mais c'est pas grave. En fait, ça ne me gêne pas du tout. C'est-à-dire, moi, je quitte pas le ZEvent en me disant putain, j'ai pas vécu mon ZEvent, j'aurais dû, etc. Non, moi, ce qui compte, c'est que les gens ils aient passé un bon moment. Tu vois, à la fin, quand tous ils me disent ah, c'était vraiment super, machin. Moi, c'est ça ma récompense. Ouais, d'accord. Ma récompense du ZEvent, c'est l'avant et l'après. D'accord. Mais le pendant, c'est pas grave. Le pendant, il faut faire. Ouais. En fait, le pendant, vas-y, on y va, tu vois. Ouais. Et en fait, le pendant, c'est le plus simple, entre guillemets. Ce qui est dur, c'est l'avant. Ce qui est dur, c'est l'après. Enfin, c'est pas dur, mais je veux dire, on se rend compte de ce qu'on a fait et tout. Donc, en fait, ce qui est dur, c'est l'avant. Pendant, on fait le taf. Et après, c'est la récompense. Ok. Tu vois, pour nous. Et d'ailleurs, moi, je fais très attention. Tu vois, après le ZEvent, je me coupe toujours du streaming. Je stream plus pendant 7 ou 10 jours, tout le temps. Parce que je veux pas que ça retombe trop sur moi, tu vois. Je veux pas profiter du ZEvent Ouais. et revenir le lendemain en disant alors c'était bien. Et en fait, j'ai 100 000 viewers parce que la veille c'était le ZEvent, donc les gens ils veulent écouter le débrief. J'essaie d'éviter ça D'accord. pour justement que ça devienne pas trop charity business, etc. Alors évidemment que le ZEvent rayonne sur moi, je le sais, mais j'essaye de faire que ce soit le moins De toute possible. façon, entre guillemets, ce serait difficile de faire autrement. puisque Impossible, ouais. Tu fais aussi partie de ce qu'il a porté au début. Enfin, il y a Ouais, un ouais. côté. Mais tu vois, ça fait quelques années que j'essaye de moins l'incarner en tant que personne. Ouais. Tu vois, ça passe par des toutes petites choses. Je me mets au milieu de la salle, au lieu d'être en bout de ligne, j'essaie de passer le mégaphone, de pas faire toutes les annonces. Ouais. Je fais plus participer la modération, mon associé Dash, etc. Donc j'essaye plein de petits trucs pour moins l'incarner. Mais malgré tout,
il n'y a rien de plus puissant qu'un projet incarné, hélas, parce que moi je préférerais ne pas l'incarner en vrai, je préférerais ne plus l'incarner. Je pense que c'était nécessaire au départ, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus du tout la peine. The Event, c'est quelque chose qui vit de soi-même, mais c'est quand même quelque chose où j'essaye, tu vois, de le porter sans trop être présent non plus, parce que c'est un événement à tout le monde. Et je trouve qu'un un des points forts de cet événement aussi, c'est que ça fait partie des événements qui ont fédéré un petit peu tout le monde. Ouais. Et ça, c'est fort. Je pense qu'aujourd'hui aussi, d'ailleurs, la qualité de la scène de création de contenu ou du streaming en France, c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de collabs. Enfin, c'est un peu un monde qui fonctionne bien, en fait. Et je trouve que ces événements ont vachement aidé, quoi. Vachement aidé à tout ça. Ouais, c'est sûr. On se rassemble tous dans une pièce, on se rencontre. Moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés pour la première fois aux Event, bien sûr. parce qu'ils sont venus. En fait, on se connaît, machin. Donc c'est clair que c'est bien et que ça aide pour l'avenir. Et puis aussi, ça aide des gens à se rencontrer qui se seraient jamais rencontrés dans d'autres circonstances, quoi. C'est sûr et certain. Pour clôturer chaque épisode, je pose 5 questions. C'est systématiquement les mêmes à tous les gens que je reçois. Donc je te propose, je vais te les poser les unes après les autres. J'en ai regardé, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave, t'inquiète, je vais te les reposer. Et tu réponds vraiment ce qui te vient spontanément. Il n'y a pas aucune indication sur. Je me souviens de la question sur le conseil. Voilà, je me souviens de ça. Attends, on y va tout de suite. Mais les autres, non. Donc, quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ou à défaut que tu aurais aimé recevoir? Waouh, putain, c'est dur ça. Ah oui, ou à défaut, si jamais j'en ai pas reçu. Je dirais pas que j'ai été tant conseillé que ça. Mais je pense que c'est quitter les réseaux. Je pense que c'était vraiment le meilleur. Je sais pas d'où c'est venu. Je sais pas si c'est venu de moi, si c'est venu de l'entourage. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a. Tu t'es dit, là, c'est trop, là. Ouais, ok. C'est là où tu t'es dit, non, là, c'est trop. Là, en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je fais ça. Ouais. C'est pour ce qui est avant ou ce qui est après ou pendant, mais c'est pas pour ce truc-là. Et c'est pas mon travail de faire ça et j'ai pas besoin de faire ça. Donc peut-être que t'es précurseur sur ce truc-là aussi. Enfin, non, j'ai pas du tout été le premier à quitter les réseaux, loin de là. Mais et en plus, moi, je pouvais pas trop les quitter parce que j'avais ce côté où quand même, c'était un réseau fort pour moi, notamment Twitter à l'époque, mais j'avais beaucoup d'actu. Donc je voulais pas juste quitter les réseaux, je voulais pas juste désactiver, tu vois. Ça aurait été contre-productif pour moi. Donc fallait que j'existe à travers les réseaux quand même pour l'actu. Mais ouais, je pense que le meilleur conseil, c'était regarde moins les réseaux. À mon avis, c'est vraiment ce qui est le plus fort. Je pense que pour ma génération de créateurs, la plupart ont soit quitté, soit sont en train de le faire. Mais ça veut pas dire qu'on arrête de voir ou de fréquenter ou quoi. Juste, il faut se calmer sur l'importance qu'on y accorde. Ouais, c'est ça. Ouais. À mon avis, c'est ça. Le faire avec plus de parcimonie. Ouais. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans ton parcours? Le pire conseil qu'on m'ait donné. Est-ce qu'il y en a eu un? Franchement, ouais. En fait, j'ai eu des suggestions, tu vois. Mais j'ai pas eu des... Je dirais pas qu'il y a eu des conseils... Bon, après, évidemment, je crois qu'Apex a répondu la même chose, mais tu sais, c'est le truc, tu passes trop de temps devant l'ordinateur, machin, tu devrais aller toucher de l'herbe. Alors, c'est pas un mauvais conseil parce que c'est pour se recentrer à la vie, je capte, tu vois. Mais en l'occurrence, moi, ça s'est très bien transformé pour moi. Donc, c'est dur de dire que c'était le pire conseil, mais c'était parfois frustrant de voir que les gens avaient pas la vision. Surtout, qui passaient un petit peu à côté de ce pourquoi tu faisais ce que tu faisais. Et surtout quand ça commençait à devenir quelque chose. En fait, évidemment, quand tu joues 16 heures par jour et que tu as 12 ans, c'est pas la même chose. Mais quand tu commences à faire ça, quand tu commences à en faire ton métier, c'est vrai que moi, il y a des gens très très proches qui m'ont dit mais quand même là, t'es sûr de ce que tu fais, c'est quand même bizarre et tout. Et ça, c'était peut-être un peu décourageant ou En fait, c'était frustrant parce que tu te disais, est-ce que je dois leur dire ce que je pense du conseil ou est-ce que juste je dois ignorer, est-ce que je dois arrêter de leur parler, tu sais. En fait, mon métier et mon style de vie m'a amené à faire le tri aussi, malheureusement, dans des gens qui voulaient pas comprendre. Même s'ils voyaient que ça arrivait, mais ça leur plaisait pas, quoi. C'est un peu le lot de tous ceux qui pavent aussi une route qui n'a pas été avant. Peut-être, je pense que souvent, on a tendance à dire est-ce que tu es sûr d'aller dans cette direction, on connaît pas. Et en plus, le pire, c'est que ça part d'un bon sentiment, donc c'est difficile. Mais c'est juste que c'est dur de voir que même si ça persiste de ton côté, en fait, eux, de leur côté, ils lâchent pas. Tu vois. C'est ça. Ça m'est un peu arrivé. Bon, c'est plus le cas depuis longtemps. Hein. Là, on parle d'un truc il y a plus de 10 ans, mais ça m'a fait penser à ça. Ok. Qu'est-ce que tu es fier d'avoir... On a un peu gardé, on en a un peu parlé, mais bon, peut-être que ce sera une réponse qui est différente, mais qu'est-ce que tu es fier d'avoir gardé jusqu'ici et que tu voudrais protéger quoi qu'il arrive? Ça peut être n'importe quoi, ce qui te vient à l'esprit. Je pense que c'est l'authenticité de ce que j'arrive à faire en live. J'aurais pu dire le The Event, mais si je devais dire le The Event, maintenant qu'on a annoncé que c'était le dernier, je dirais l'héritage du The Event.
J'aimerais que les gens gardent un bon souvenir, tu vois. Que quand ils pensent à The Event, ils pensent à des moments cool qu'ils ont vécu en voyant tout ce qu'ils ont vécu dans ce truc-là. Mais c'était vrai aussi pour la TM Cup que j'ai arrêté de faire et tout. Donc, j'aimerais, voilà, le côté authentique. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis assez fier sur mon contenu au global et dont j'ai l'impression auquel les gens sont très attachés. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il me semble, ça c'est mon, j'interviens même si je le fais pas d'habitude, mais que ça fait partie des choses les plus difficiles à garder, il me semble. Enfin, ouais, je pense. Moi, je te tire mon chapeau. Parce que c'est un sacrifice aussi. Ouais. Garder son authenticité, c'est ne pas aller vers ce que tu pourrais faire de plus. Ouais. Et ne pas aller vers la facilité aussi parfois. Voilà, il y a plein de. Ouais. C'est un vrai mood à avoir. Et je pense que si j'étais dans un esprit de conquête, j'aurais probablement perdu un peu d'authenticité. C'est aussi parce que j'ai eu de la chance de vouloir la garder au moment où je vieillissais un peu aussi. Je pense que j'ai eu de la chance dans ce timing, en vrai. C'est top. Si tu avais une phrase à dire au Adrien enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? T'as aucune idée de ce que ça va devenir. Tu peux pas savoir ce qui t'attend. Tu vas remplir Bercy, mec. Ouais. Je dirais ça. Est-ce qu'il te croirait? Jamais de la vie. Impossible. Ouais. Ou alors peut-être je lui dirais tu joueras encore à WoW dans 15 ans. Là il dirait ouais c'est ça. Ouais. Il dirait que c'est stylé, c'est plutôt... je sais pas s'il dirait c'est stylé. À l'époque peut-être. J'avais pas le même rapport au jeu. Ouais. Mais ouais ce serait très rigolo hein, de pouvoir discuter avec le moi de 15 ans. Ouais. Oh, ce serait incroyable. Pas encore possible mais on sait-on jamais. Ah peut-être avec les IA. Sait-on jamais. Et la dernière c'est si tu avais le droit d'établir une règle universelle que tout le monde devrait suivre, consciemment ou inconsciemment, laquelle ce serait? Wow. Vraiment un truc, ça pourrait être n'importe quoi. Je dirais que ce serait, je sais pas comment le formuler, mais faire attention à l'influence qu'on a quand on est influenceur, en tout cas. Je trouve qu'aujourd'hui, dans mon milieu et ce que j'en vois, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils influencent des gens. Et c'est un peu désolant. Donc prendre plus conscience de l'impact finalement qu'on a, que c'est réel. Quoi. Prendre la mesure de l'influence, du parasocial, de tout ce qui est autour, parce que ça existe vraiment. Il y a toi, beaucoup tu le développes comme une responsabilité, ça se développe comme une responsabilité chez toi. Ouais. Moi, tu sais, j'adore le mot influenceur parce qu'il te rappelle ta responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui disent moi, j'aime pas le mot influenceur, les gens ils sont pas influencés, ils pensent ce qu'ils veulent. Ben, en fait, on est tous influencés. C'est pas grave de dire qu'on est influencé, c'est pas une faiblesse. On est influencé par tous les gens qu'on rencontre au cours de notre vie. On est influencé partout, par la musique, par l'art, par les gens qu'on regarde, par les médias, amis, les parents, les amis, tout, tu vois. Donc, c'est pas grave d'être influencé, juste il faut en être conscience, il faut rebondir, se nourrir de plein de choses. Et voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien. Je crois que tu viens de me réconcilier avec le mot influenceur, tu vois. Parce que pareil, j'adore moi, je le fais mot partie de ceux qui détestent ce mot. Mais ouais, je comprends. Mais parce qu'en fait, j'aime pas ce qu'il est devenu, en fait, ce qu'il représente. Évidemment. J'aime pas la case. Parce qu'aujourd'hui, tu vois l'influenceur télé-réalité à Dubaï. C'est fourre-tout, on met tout le monde. On met des gens qui, entre guillemets, que personnellement j'estime beaucoup, d'autres que j'estime peut-être un peu moins. On va dire, je suis un petit peu moins réceptif, tu vois. Et je me dis, non, ça va pas, ce mot, il faut autre chose. C'est un mot valise, quoi. Si les gens prenaient la mesure de ce que c'est ce mot, bah en fait, ils prendraient la mesure de leur métier, quoi. Parce que influenceur, bah ouais, tu peux influencer des gens. Donc fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. C'est vrai. Et j'aimerais bien que les gens fassent plus gaffe à ça. C'est un combat perdu d'avance. Mais en tout cas, tu me dis, est-ce que t'aimerais? J'aimerais. Ok. Génial. Bon, génial. Bah écoute, c'était vraiment un énorme plaisir d'avoir discuté avec toi. Merci on est beaucoup. Parti un petit peu dans tous les sens, mais j'en attendais pas moins. C'était génial. Ah, mais je suis une vraie pipelette, je suis désolé. Non, sois pas désolé, franchement, c'était trop cool. Non, c'était trop bien. Merci de l'invitation. Ouais, avec plaisir.